Donc nous allons tout de suite, sans plus de transition, écouter Odile Delfour. Alors, il y a peut-être un petit réglage à faire. Donc j'en profite pendant que vous installez votre PowerPoint. Donc Odile Delfour, vous êtes enseignante à l'Université de Nantes. Vous êtes maître de conférence HDR spécialisée en droit international de la mer et notamment à l'intérieur de cette matière en droit de l'environnement marin. Vous êtes directrice adjointe du Centre de droit maritime et océanique de Nantes. Vous êtes également co-directrice de l'IUML, donc l'Institut universitaire mer et littoral. Et cette année, vous êtes fait remarquer par une intense activité de voyage, puisque nous vous avons vu au Brésil, en Corée, à Istanbul et en Italie. Donc vous avez beaucoup voyagé et vous êtes aujourd'hui avec nous. Vous travaillez souvent sur les thématiques de la pollution, de la pêche, des énergies renouvelables. Et donc aujourd'hui, nous allons vous entendre sur la question historique de l'affaire de Corfou. Je ne me lance pas dans la citation du principe romain, parce que je ne voudrais pas l'écorcher, mais nous vous écoutons. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, en quelques mots, j'aimerais bien entendu remercier très chaleureusement Franz Minard, Frédéric d'Avançant et Jean de Préneuf pour, alors d'une part, l'organisation de ce très beau colloque et puis pour l'invitation qui m'a été faite d'y participer. Alors, ces remerciements sont d'autant plus sincères que n'étant ni historienne, ni militaire, ni spécialiste de géopolitique, j'ai donc dû chercher un sujet qui pourrait associer ces trois aspects, tout en revêtant une dimension de droit international et, pour ce qui relève de mon domaine de compétences, comme cela a été dit, de droit international de l'environnement marin. Alors, il m'est alors apparu que l'affaire du détroit de Corfou avait le mérite d'offrir un champ d'analyse associant ces différentes approches. Alors, non, alors c'est pas là. Donc, d'un point de vue historique, la décision rendue le 9 avril 1949 est la première décision rendue par la toute nouvelle Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, tout au moins toute première décision au titre de sa fonction contentieuse. D'un point de vue militaire, cette affaire concerne les navires de la Royal Navy et se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale. D'un point de vue géopolitique, le détroit de Corfou est un détroit qui sépare les côtes de l'Albanie et l'île grecque de Corfou. Il représente un point stratégique puisqu'il est le passage entre la mer Adriatique au nord et la mer Ionienne au sud. En outre, les événements qui ont eu lieu en 1946 sont présentés souvent comme une manifestation précoce de la guerre froide. D'un point de vue du droit de la mer, cette affaire fut l'occasion pour la Cour de poser les critères de définition d'un détroit international, puisque si on lit le passage tiré de la décision, il est généralement admis et conforme à la coutume internationale que les États en temps de paix possèdent le droit de faire passer leurs navires de guerre par des détroits qui servent aux fins de la navigation internationale, à mettre en communication deux parties de haute mer, sans obtenir au préalable l'autorisation de l'État riverain, pourvu que le passage soit innocent. Donc on retrouve ici très clairement les deux critères qui sont les critères de définition d'un détroit international, à savoir le critère fonctionnel, la navigation internationale, et le critère géographique, un espace qui met en communication deux autres espaces. Et d'ailleurs, on va retrouver cette définition qui sera reprise par la Convention sur le droit de la mer, donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay en 1982. Alors, d'un point de vue maintenant du droit international de l'environnement, l'arrêt a permis à la Cour d'affirmer un principe qui sera ensuite largement repris dans une perspective de protection de l'environnement et y compris, et peut-être même presque essentiellement, de droit de l'environnement marin. Donc, avant d'aborder cette question, peut-être quelques éléments de contexte. Donc, en octobre 1944, la marine britannique procède au déminage du détroit, qui est donc considéré comme sûr pour la navigation. Néanmoins, le 22 octobre 1946, les contre-torpilleurs Saumarez et Volage heurtent des mines, ce qui entraîne d'importantes pertes humaines, puisque 44 marins britanniques décèdent, mais également d'importantes pertes matérielles.
En conséquence, les 12 et 13 novembre, le Royaume-Uni procède au déminage unilatéral du détroit dans les eaux albanaises. Donc évidemment, un conflit, en tout cas un différend, naît entre l'Albanie et le Royaume-Uni. Et le 22 mai 1947, le Royaume-Uni saisit la Cour internationale de justice par voie de requête unilatérale. L'affaire avait été au préalable portée devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui, par une résolution du 9 avril 1947, avait recommandé aux deux gouvernements de soumettre immédiatement ce différend à la Cour. Donc, après le prononcé d'un premier arrêt sur l'exception préliminaire qui avait été soulevée par l'Albanie qui concernait la compétence de la Cour a ensuite été saisie donc, par les parties d'un compromis qui lui a soumis les deux questions suivantes. L'Albanie est-elle responsable, selon le droit international, des explosions qui ont eu lieu le 22 octobre 1946 dans les eaux albanaises et des dommages et pertes humaines qui en seraient suivis? Et y a-t-il le cas de réparation à donner? Première question. Seconde question. Le Royaume-Uni a-t-il violé, selon le droit international, la souveraineté de la République populaire d'Albanie par les actions de la marine de guerre britannique dans les eaux albanaises? Et y a-t-il lieu à donner satisfaction? S'agissant du mouillage des mines, le Royaume-Uni n'a pas pu apporter la preuve qu'il était le fait du gouvernement albanais. Néanmoins, la Cour observe que le comportement de l'Albanie pendant les faits, c'est-à-dire le fait que l'Albanie ait systématiquement exigé une autorisation pour traverser ses eaux territoriales, qu'elle ait fourni des notes diplomatiques assez véhémentes, qu'elle ait effectué des tirs d'artillerie, eh bien pour la Cour, tout cela montre que la pose du champ de mines n'a pas pu être ignorée par les autorités albanaises. En outre, la configuration des côtes ou encore le système de surveillance albanais permettent également de penser, toujours selon la Cour, qu'un mouillage clandestin était impossible. En conséquence, nous dit la Cour, l'Albanie ne pouvait ignorer le champ de mines. Et ce faisant, la Cour reconnaît la responsabilité de l'Albanie. Il incombait alors à l'Albanie, nous dit la Cour toujours, de faire connaître, dans l'intérêt de la navigation, l'existence d'un champ de mines dans ses eaux territoriales et d'en avertir les navires britanniques. Et c'est ce qui va nous amener à cette communication d'aujourd'hui, parce que pour la Cour, cette obligation découle de certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considérations élémentaires d'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre, le principe de la liberté des communications maritimes et l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États. Et on en arrive à ce fameux principe, sic ut territio ut alienum non laedas, que l'on connaît également, pour faire plus simple, sous le vocable de principe de l'utilisation non dommageable du territoire. Et donc, ce que j'aimerais montrer assez rapidement, ne vous inquiétez pas, en 2 points, c'est que, dans un premier temps, montrer que ce principe s'est écologisé, si on peut le dire, jusqu'à devenir un principe pilier du droit international de l'environnement, y compris du droit de l'environnement marin, mais dans un deuxième temps, qu'il n'est néanmoins pas impossible que l'urgence environnementale à laquelle nous sommes dorénavant confrontés oblige à revisiter le contenu de ce principe. Alors, s'agissant de l'écologisation du principe, le principe d'utilisation non dommageable du territoire avait déjà pu être évoqué dans une jurisprudence antérieure, qu'il s'agit de la jurisprudence de l'affaire de la fonderie de Trelles, qui opposait les États-Unis et le Canada. Mais dans cette affaire étaient en cause des fumées nocives qui étaient produites sur le territoire canadien et qui qui polluaient le territoire américain. Néanmoins, c'est vraiment le principe 21 de la déclaration de Stockholm sur l'environnement de juin 1972 qui a le plus clairement formalisé le principe et surtout l'a généralisé. Alors, au terme de ce principe, conformément à la Charte des Nations Unies et au principe du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement. Donc évidemment, le premier élément du principe, c'est l'affirmation d'un droit, et ce droit, c'est le droit de souveraineté, ou plus précisément ici, le droit souverain d'exploiter chaque État a donc le droit souverain d'exploiter ses propres ressources naturelles. Néanmoins, on le voit, ce droit est immédiatement corrélé à une obligation.
Et cette obligation, c'est le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Donc 2 apports majeurs sont issus de cette formulation. Le premier apport, c'est que le principe prend en compte la pollution transfrontière à longue distance et pas uniquement entre 2 États voisins, comme c'était le cas de la jurisprudence de l'affaire de la fonderie de Trelles de 1941. Et le deuxième apport, c'est qu'il y a une prise en compte de l'environnement des zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale. Évidemment, nous allons voir que cela s'avère particulièrement utile dans l'espace maritime. Alors bien entendu, ce principe ne va pas rester enfermé dans la déclaration de 1972, mais il va être repris par toute une série de textes. Alors notamment, 20 ans plus tard, dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, il est formulé dans des termes quasiment identiques, c'est le principe numéro 2. Le principe sera également repris dans un certain nombre de conventions, y compris ici la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, où finalement il découle de 2 articles de la Convention. Donc l'article 193 qui est en quelque sorte une espèce de résumé du principe, puisque au terme de l'article 193, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement. Donc là on retrouve le droit énoncé au principe 21, et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin. Et là, ce deuxième élément d'article fait référence à l'article qui précède l'article 193, c'est-à-dire l'article 192, et qui énonce déjà l'obligation des États de protéger et de préserver le milieu marin. Mais on le voit, il sera vraiment formalisé très clairement à l'article 194, alinéa 2, où on retrouve une formulation là aussi quasi identique. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient, de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres États et à leur environnement, et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention. Donc là, l'article 194 alinéa 2, il est bien entendu orienté sur la question de la pollution parce que la partie 12 de la Convention de Montego Bay est quand même très focalisée sur les questions de pollution marine. Mais ce principe va également être repris par la jurisprudence et on peut certainement considérer que la jurisprudence va jouer un rôle majeur dans l'affirmation du principe. Alors d'abord la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui va reprendre ce principe qu'elle va étayer. Donc dans un premier temps, donc dans un avis rendu en 1996 concernant la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, où, alors sans trop rentrer dans les détails, la Cour affirme que ce principe fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement. Le principe sera ensuite repris par la Cour l'année suivante dans un cadre contentieux, cette fois dans une affaire qui concernait un fleuve international, qui est donc l'affaire relative au projet Napsikovo-Najimaros. Et la Cour va encore reprendre ce principe en 2010, toujours pour une question de fleuve international, c'est-à-dire ce que l'on peut considérer comme une ressource naturelle partagée entre plusieurs États. Et là, la Cour va un tout petit peu plus loin, puisque, et ce n'est pas inintéressant d'ailleurs, la Cour cite la jurisprudence du détroit de Corfou et observe que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine dans la diligence requise, ou ce qu'on trouve en anglais sous l'appellation de due diligence, de l'État sur son territoire. L'État est donc tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire ou sur tout espace relevant de sa juridiction ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre État. Cette obligation fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement. Alors là aussi, quelques éléments sur cette dernière affaire, ce n'est pas la dernière affaire rendue par la Cour, mais là où la Cour évoque la question du principe de l'utilisation non dommageable du territoire. Déjà, premier élément, là, ici, la norme est consacrée comme coutumière, ce qui n'était pas nécessairement le cas en 1996. Mais surtout, la Cour fait dorénavant référence à un autre principe qui est celui de la diligence due, principe qu'elle rattache au principe de prévention.
Et finalement, que nous dit la Cour? Là, elle nous dit que, en fait, tout État a l'obligation d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à ce que ces activités ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou à l'environnement hors juridiction nationale. Donc on voit bien que nous sommes ici en présence non pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyens, c'est-à-dire utiliser les mesures nécessaires pour, et c'est finalement le manquement à cette obligation de moyens qui est susceptible d'engager la responsabilité de l'État, et non pas le fait que le résultat n'ait pas été atteint. D'ailleurs, dans l'affaire du détroit de Corfou, la responsabilité de l'Albanie ne fut retenue que parce que le dommage était lié à une inaction volontaire des autorités de l'État. Alors, mais finalement, que faut-il entendre par mesures nécessaires ou diligence raisonnable? Toute la question va être dans l'interprétation des mesures que l'État doit prendre. Dès 1979, l'Institut du droit international relevait que même si cette obligation doit rester souple, elle ne peut être laissée à la totale subjectivité des États et que le niveau de diligence doit être corrélé à la dangerosité des activités, mais également à la réalité de la menace. Dans les 3 avis consultatifs que le Tribunal international du droit de la mer a rendus, il a été amené, enfin dans le cadre de ces 3 avis consultatifs, le TIDM a été amené à se pencher sur la question de la diligence requise. Et le TIDM a précisé le contenu de cette obligation dans un sens de plus en plus exigeant. Donc, on peut au final se demander si l'exigence qui est de plus en plus forte quant à cette diligence due n'est pas en quelque sorte susceptible de remettre en cause le contenu même du principe. Donc, un contenu revisité. Alors, la diligence innerve d'autres domaines du droit international. Elle n'est pas spécifique à la question du droit international de l'environnement ou du droit de l'environnement marin, mais elle trouve néanmoins dans l'espace maritime un champ d'application particulièrement fertile, et cela pour 3 raisons. D'une part, parce que l'espace maritime se décompose en espace sous souveraineté, mais également en espace au-delà des juridictions nationales, et on a vu que le principe s'applique également dans les espaces au-delà des juridictions nationales. En second lieu, parce qu'on est dans un espace où les pollutions sont susceptibles de circuler assez librement, ce qui, bien entendu, pose la question de la pollution transfrontière. Et en troisième lieu, parce que les activités qui se déploient dans cet espace sont le plus souvent le fait d'opérateurs privés. Et un dommage qui serait occasionné par un opérateur privé n'engage pas, en principe, la responsabilité de son État, sauf à prouver le manquement de l'État à ses obligations normatives et de contrôle. Donc ce qui est important de comprendre est que ce qui est imputable à l'État ne relève pas de la conduite des ressortissants, mais de son propre comportement dès lors que l'État n'a pas respecté le niveau de diligence que les règles et la situation concrète exigent de sa part. Donc, dans les 3 avis rendus par le TIDM, donc le premier en 2011, on l'a vu tout à l'heure, le second en 2015 et le troisième récemment, là, en 2024, le TIDM a souligné un certain nombre de points. Il a rappelé à chaque reprise, dans chaque avis, que l'obligation de diligence due est une obligation de moyens. Donc ça, c'est clair pour le TIDM, mais on va voir que ce n'est pas si clair que ça. Mais donc, il nous rappelle que c'est le comportement de l'État et non pas le résultat produit par le comportement qui va déterminer si l'État a ou non respecté son obligation. Donc, cela signifie que l'obligation de l'État se limite à prendre toutes les mesures nécessaires à la fin indiquée. Néanmoins, si cette obligation est nécessairement contingente, elle n'est pas pour autant, on l'a déjà vu, entièrement laissée à la discrétion des États. Et donc le TIDM, dans ses 3 avis, a à chaque fois précisé comment est-ce que l'État serait en mesure de respecter cette obligation de diligence due. Donc il nous dit, par exemple, l'obligation de diligence due est liée à l'obligation d'adopter une approche de précaution.
l'obligation de diligence due est également liée à celle de tenir compte des données scientifiques les plus pertinentes. Et dans son dernier avis, ce n'est pas moins de 11 pages qui sont consacrées à l'étude des rapports du GIEC. De la même manière, le TIDM nous dit que l'obligation de diligence due est liée à celle de procéder à des évaluations de l'impact des activités sur l'environnement. Et le TIDM nous rappelle aussi que le niveau de diligence doit être d'autant plus rigoureux et exigeant que les activités sont risquées, que le risque est mal connu ou que le dommage attendu est particulièrement grave. Et c'est ici finalement que la différence entre obligation de moyens et obligation de résultats devient de moins en moins nette. En fait, cette différence s'estompe et le TIDM le dit lui-même dans son dernier avis, puisque lorsqu'il évoque l'article 194.2 que nous avons vu tout à l'heure, il déclare que les obligations prévues par certaines autres dispositions de la partie 12, donc dont l'article 194 paragraphe 2, sont formulées de manière à prescrire non seulement le comportement exigé des États, mais également l'objectif ou le résultat recherché de ce comportement. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un début de confusion entre obligation de résultat et obligation de moyens. Et je termine. Donc, pour dire que l'obligation de diligence due se situe finalement à l'intersection entre le droit souverain des États de mener des activités à l'intérieur de leur territoire, qu'on ne saurait remettre en question, mais également la responsabilité des États en tant que membres de la communauté internationale. Cette question avait déjà été posée, mais du coup je ne vais pas revenir dessus dans l'affaire de l'Alabama, qui est une affaire évidemment beaucoup plus ancienne, 1872, qui ne concernait pas une question de protection de l'environnement, mais une question de neutralité, où là, la question s'était déjà posée, comment entendre la diligence due? Est-ce qu'il faut avoir une interprétation très stricte de cette obligation, ou au contraire, une interprétation très large? Mais ce que l'on peut dire, et c'est ma dernière diapositive, c'est que dans notre monde de plus en plus interconnecté, et surtout en raison de la globalisation des menaces environnementales et des dangers que certains phénomènes, et bien entendu on peut penser ici au réchauffement climatique, font peser sur la biosphère et donc sur malheureusement la survie de l'humanité tout entière, eh bien la question de l'urgence environnementale doit conduire à ce que même si on laisse encore aux États, même si le droit laisse aux États une marge d'appréciation quant à le choix des mesures nécessaires à mettre en œuvre, eh bien, cette marge d'appréciation doit se réduire puisque eh bien, l'objectif est bel et bien d'assurer bien, la survie de la planète. Alors, le détroit de Corfou semble assez loin, mais il a au final joué un rôle, enfin l'affaire du détroit de Corfou semble assez loin, mais elle a au final joué un rôle, alors certes involontaire, mais à l'affirmation et à l'évolution de principes juridiques essentiels pour notre avenir commun. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.